On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire de Chloé, qui en 2016, enceinte jusqu'au cou, tombe raide dingue d'un assassin rencontré en prison. Et vous verrez, ça a failli très mal se terminer. Je tire cette histoire du livre de Marine Mazéas aux éditions du Rocher, L'Aimé meurtrier. Et c'est avec Chloé elle-même que nous la débrieferons. J'ai écrit ce récit avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je m'appelle Chloé. En 2016, j'ai 29 ans et je propose mes services comme bénévole au Génépi. C'est une association qui propose du soutien scolaire et des ateliers en prison. Et on me met au parfum dès le début. Vous devez savoir que, comme tous ceux qui interviennent en prison, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas entretenir la moindre relation, privée avec un détenu. À l'époque, je suis éducatrice spécialisée auprès d'adultes autistes. Mais je suis enceinte de 4 mois. Et mes patients peuvent être violents. Vu mon état, impossible de continuer à travailler. Alors je ne connais pas du tout la prison. Je ne sais pas si j'aurai les épaules. Mais j'ai envie d'aider. La première fois que j'entre en prison, je suis observatrice, aux côtés de bénévoles plus expérimentés. J'apprends les règles. Les fouilles à l'entrée, à la sortie, les attentes dans le sas, les alarmes, le bruit des clés. Et on me donne à nouveau des conseils. Tu n'abordes surtout pas avec le détenu le crime qu'il a commis. Et puis alors, pas de lien affectif avec lui. Pour éviter toute tentation de leur part, je te conseille de venir sans maquillage et puis surtout avec des vêtements qui sont pas trop près du corps, ou qui dévoilent pas trop ta peau. D'accord ? Dès le premier jour, ça se passe bien. J'ai un bon relationnel avec les détenus. J'anime des ateliers de jeux de société, des débats. Je donne des cours de soutien à ceux qui s'y inscrivent. Ça me plaît. Et je me sens utile. Quelques semaines plus tard, on me présente Loïc. Et dès la première poignée de main, c'est un coup de cœur. Je suis comme happé par le long regard qu'il m'adresse. Son sourire, si beau, si charmant, son charisme. Je suis complètement déboussolé par ce détenu de 24 ans. J'ai arrêté mes études très jeune. Et donc pour trouver un emploi à ma sortie, je voudrais passer d'abord le brevet des collèges, et puis un CAP, quoi. Nous convenons que je lui donnerai 4 à 6 heures de cours particuliers par semaine, en mathématiques et en anglais. Au début, même s'il me trouble, je maintiens une distance prudente. J'ignore quel crime il a commis. Et si j'avais su, j'aurais peut-être refusé. J'ai été condamné à 18 ans, mais ma peine a été ramenée à 15 ans. Mais c'est pas pour une affaire de mœurs, J'ai tué quelqu'un. Et là, il me livre les détails de son crime. À l'époque, il est sans abri et toxicomane depuis plusieurs mois. Un homme lui tend la main et propose de l'héberger et de le nourrir contre des travaux de rénovation dans sa ferme. 1 an plus tard, il le tue à coups de marteau, sans raison apparente. Ce jour-là, il me parle aussi de son enfance fracassée. En fait, je suis issu d'un viol. Et puis après, j'ai été battu par mon beau-père, et puis on m'a ballotté de foyer en famille d'accueil. Et puis voilà, je suis tombé dans la drogue. Je me suis retrouvé dans la rue. Et dans la rue, tu sais, soit tu survis, soit tu crèves, quoi. Ça me secoue, tout ça. Je sens une volonté de s'en sortir. Mais à côté de ça, il n'exprime pas vraiment de regret.
En tout cas pas celui d'avoir tué. Oh ben j'aurais jamais dû me faire attraper, hein. J'ai été mauvais. Bon, de toute façon, ça n'est pas à moi de le juger. Je dois me concentrer sur mon rôle d'enseignante bénévole. Mais il me trouble. Il me trouble toujours. Pendant les temps de pause, Loïc se montre curieux. Et c'est quoi vos passions, à vous, quoi, vos loisirs à l'extérieur? Je lui réponds, mais sans donner de détails. Je ne lui parle pas de ma famille. En tout cas, avec moi, il est très prévenant. Il installe lui-même ma chaise au début de chaque séance. Asseyez-vous. Alors, ça se passe bien, cette grossesse? Vous voulez un verre d'eau? Bref, entre nous, le courant passe déraisonnablement bien. Au point d'ailleurs que nos discussions prennent le pas sur les études. On se parle de plus en plus. Et on travaille de moins en moins. Désormais, les surveillants ne passent plus tous les quarts d'heure, comme au début. Il n'y a pas eu d'incident. Ils nous font confiance. Et donc, nous nous retrouvons dans une bulle, toute douce, agréable, un peu cotonneuse. Nos mains s'effleurent, nos jambes se touchent avec gêne, mais avec envie aussi. Mais je suis pas toute seule dans ma vie. Je suis enceinte. Et pourtant, tous les jours, je m'empresse de venir le voir. Et je suis triste quand je le quitte. Je suis amoureuse. Mais je refuse de me l'avouer. Ça fait 9 ans que je suis en couple. Et je suis contente d'avoir un enfant avec le papa. Je l'aime profondément. Mais c'est vrai qu'il est peu impliqué dans ma grossesse et dans son rôle de futur père. Il n'est pas là aux échographies, très peu au cours de préparation à l'accouchement. Il ne participe pas à l'aménagement de la chambre du bébé. Il me dit que cette nouvelle responsabilité l'angoisse. Moi, ça, je l'accepte. Mais je manque cruellement de soutien. Et ce soutien, eh bien, je le trouve paradoxalement auprès de Loïc, en prison. Un homme qui a tué. Je me dis, je suis folle. Un jour, un chef de détention me dit « faites attention. C'est un manipulateur, ce gars-là. » Et il est vrai que j'ai entendu dire que, charmée par Loïc, une psychologue intervenant à la maison d'arrêt avait demandé à cesser la thérapie car leur relation n'était plus professionnelle. Je garde ça dans un coin de ma tête. À la maison, j'essaye de camoufler mes troubles auprès de mon compagnon. Je donne le change. Mais dès qu'il est parti, je m'effondre. C'est fou, quoi. J'ai l'impression de le tromper alors qu'il ne s'est rien passé. Mais mes pensées me font culpabiliser. Car j'ai très envie de l'embrasser, Loïc. Alors en octobre, à 1 mois de mon accouchement, alors que la situation m'échappe totalement, je décide d'arrêter. Je veux me concentrer sur ma vie personnelle, même si dans mon couple ça ne se passe pas comme je l'espère. Je vais devenir maman, c'est tout ce qui doit me préoccuper. Mais Loïc me manque. Juste avant mon départ, il tente une approche. Je vois bien que t'es pas indifférente. Est-ce que je peux te demander ce que tu ressens pour moi? Je ne sais pas vraiment. Tu me perturbes, ça c'est évident. Mais bon, tu connais ma situation. J'espère que j'aurai quand même de tes nouvelles. Mais toi aussi, tu pourras m'en donner? Tiens, note mon numéro de téléphone. Et il l'inscrit fièrement au feutre sur son avant-bras, comme un trophée. En novembre 2016, j'accouche d'un magnifique petit garçon. Mais ce bonheur est un peu terni par le peu d'investissement de son papa. Au fil des semaines, notre couple se délite.
Et Loïc est toujours dans ma tête. Et moi, à la maternité, je lui écris une lettre pour lui annoncer la naissance de mon fils. Façon de dire que même dehors, je ne l'oublie pas. Seulement voilà, cette lettre est interceptée par les services pénitentiaires. Quelques semaines plus tard, me voilà convoqué chez le directeur. Vous savez, je suppose, madame, que vous n'avez pas, en tant que bénévole du Génépi, le droit d'écrire à un détenu. Alors vous n'avez pas signé votre lettre, mais nous vous avons vite identifié, ça n'a pas été difficile, puisque vous êtes la seule femme enceinte à le fréquenter. C'est assez humiliant et gênant. Il me conseille de me préserver de lui. Et en attendant, mon permis de visite est suspendu. Définitivement. Et Loïc est transféré dans une autre prison à 1 heure de route. Je le prends comme un signe, même si ça me rend triste. C'est l'occasion de passer à autre chose, de l'oublier. Pendant ce temps, mon compagnon n'est toujours pas très présent. Il ne se lève pas la nuit pour nourrir ou pour apaiser le bébé. Il part même au ski pendant son congé paternité. Et moi, j'accumule beaucoup de rancœur et de colère contre lui. Ça ne peut plus continuer. Je décide de tout arrêter avec lui. Et c'est là, en mars 2017, au moment où je romps avec le père de mon fils, que Loïc réapparaît. Quand je lui ai donné mon numéro de téléphone, je lui ai dit qu'il pourrait me donner des nouvelles à l'occasion. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Alors, comment il va ce bébé? Bien, bien. Très bien. Et avec ton mari? Ça va? Ouais, enfin... Pas trop, en fait. Écoute, si jamais t'as envie de venir me voir, oh bah tu sais où je suis. Entendre sa voix m'a totalement déconcerté. J'ai de nouveau envie de le voir. Comme me dit une amie, ça n'engage à rien, après tout. Dès le lendemain, j'écris au service pénitentiaire pour demander un permis de visite. Alors que j'étais professeur bénévole en détention, je donnais des cours à ce détenu et un lien s'est créé. Je souhaiterais donc le voir, sachant qu'il ne reçoit aucune visite. Et 1 mois plus tard, je reçois mon permis. Et tous les jours, je me demande si c'est une bonne idée. Quand j'entre dans le petit box vitré du parloir, nos regards disent tout ce qu'on a réfréné pendant tant de mois. On se prend tout de suite dans les bras. C'est la première fois qu'on se l'autorise. Et je retrouve son odeur, si agréable. Tu sais pas à quel point tu m'as manqué. J'ai essayé de t'oublier, mais j'y suis pas arrivé. Et à la fin du parloir d'1 heure, on échange notre premier baiser, fougueux, passionné. On a tellement attendu. Je ne sais pas où on va, tous les deux. La suite me paraît vertigineuse. Mais plus rien ne me retient. Tous mes doutes se sont envolés. Je reviendrai le voir le week-end prochain. Dans sa nouvelle prison, les parloirs se font dans de petits box vitrés dont les portes sont opaques en bas. Alors, pour ne pas subir le regard des surveillants, eh bien on s'assoit par terre et on se crée un cocon rien qu'à nous. Et là, plus rien ne compte. On est serrés l'un contre l'autre. On ne se lâche pas comme 2 adolescents vivant leur premier amour. Et on parle de tout. Je lui raconte mon quotidien, mes difficultés de maman dans l'éducation solitaire de mon fils, par exemple. Oh, je suis sûr que t'es une bonne mère. Et moi j'écoute sa vie de prisonnier, ses préoccupations, son monde. Et quand j'entends le gardien annoncer « Fin de parloir, c'est terminé pour tout le monde !» C'est violent, un déchirement.
Pendant la semaine, on s'écrit des lettres de plusieurs pages. Et quand arrive le week-end, au parloir, on s'échange nos écharpes et même des sous-vêtements qui ont, comment dire, notre odeur corporelle. Il m'a demandé de lui acheter une puce de téléphone qu'il glissera dans son portable, car il en a un. Et du coup, il m'appelle le soir depuis sa cellule. Ça va? T'as passé une bonne journée? Au bout de quelques mois, on s'autorise une relation intime au parloir. Ça me met mal à l'aise à cause des gardiens qui peuvent nous surprendre. Cette première fois n'est pas aussi romantique qu'on l'espérait. Mais c'est comme ça. Loïc progresse tous les jours. Je sens un apaisement émotionnel par rapport à son passé et à ses actes. Il tient un discours positif sur sa réinsertion. Ça me donne plein d'espoir, tout ça. Je le vois 2 heures tous les week-ends. Et quand il y a un jour férié, je loge sur place pour avoir un double parloir. Et le soir, dans ma chambre d'hôte, je parle avec lui via son portable. Notre lien devient fusionnel, presque cadenassant, emprisonnant. Le reste de la semaine, quand il fait froid, j'enroule son écharpe bleu marine et grise autour de mon cou. Et lui, dans sa cellule, serre fort mon t-shirt imprégné de mon parfum. Je n'ai plus vraiment de temps pour moi. Enfin, c'est rare que je sorte avec des amis ou que je parte en week-end. Je vois ma famille régulièrement, mais c'est ma seule distraction. Dans sa prison, après le petit déjeuner et la douche réglementaire, Loïc rejoint son atelier dans lequel il est manutentionnaire, façon de s'occuper et de gagner quelques dizaines d'euros pour cantiner. Et l'après-midi, il fait du sport. Nous ne vivons rien en commun. Nous ne partageons rien. Mais j'ai le sentiment qu'on ne construit pas véritablement. J'aimerais bien partager des choses à l'extérieur avec lui. Mais qu'est-ce que tu fais, Chloé? Mais dans quoi tu t'es embarqué? Visite après visite, j'en apprends un peu plus sur lui. Avant moi, il a eu peu de relations et il dit que ses petites amies l'ont déçu. C'est pour ça que la nôtre reste importante à ses yeux. J'ai que toi, Chloé. Personne d'autre. Que toi. Et moi, je deviens comme toutes les femmes de prisonniers, une femme qui attend. J'attends qu'il appelle, j'attends ses courriers. Et surtout, j'attends qu'il sorte. Oui, je me suis un peu enfermé. Centré sur lui, sur notre histoire. Mais je suis très amoureuse. Alors je fais ce qu'il faut, en attendant qu'il sorte. À côté de ça, je vis avec le poids du secret, car c'est un amour clandestin. Je n'en ai parlé à personne, ni au père de mon fils, ni même à ma famille. Il n'y a qu'une très bonne amie bénévole au Génépi qui est au courant. Je ne veux pas qu'on me juge, et surtout, je ne veux pas qu'on me retire mon enfant au prétexte que je serais folle de m'attacher à un criminel. Alors, pour ne pas être démasqué, je m'invente des explications. Ah, ce week-end, ça va pas être possible, je vais au cinéma avec une copine. Et bien sûr, je camoufle les photos de Loïc dans une petite boîte, à l'abri des regards. Je m'entends très bien avec ma mère. Ça me fend le cœur de devoir lui mentir. Mais c'est mieux comme ça. Pour moi comme pour elle. Pour la préserver. J'ai 2 vies, en quelque sorte. J'avoue que j'ignore totalement quel sera son comportement à l'extérieur. Je ne sais pas à quoi m'attendre de la part d'un homme qui est incarcéré depuis déjà 5 ans. Mais bon, ma seule envie, c'est de partager des moments tendres, de bons moments avec lui, dehors. Loïc a maintenant 26 ans.
Ça fait 5 ans qu'il est en prison. Et il vient d'obtenir sa première permission de sortie. Je serai son garant. Il logera chez moi. Et dans ce cadre, je suis convoqué à la gendarmerie. Vous êtes sûre, madame, de vouloir l'accueillir chez vous? Vous avez une bonne situation, stable, et vous êtes mère de famille. Oui, mais je sais qui il est, et je sais ce qu'il a fait, et je sais ce que je fais. Vous savez, ces gars-là, ils sont forts pour manipuler les jeunes femmes comme vous, hein? Faites attention. Et il est vrai que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Loïc fait sa première sortie un matin de février 2018. Il a droit à quelques heures autour de la prison. Je suis heureuse, et lui aussi. Il prend sa première bouffée d'air libre depuis 5 ans. J'avoue que je suis un peu angoissé. Je me demande si tout va bien se passer, quoi. S'il aura un comportement adapté à l'extérieur. On a réservé une chambre d'hôtel pour passer un moment rien qu'à nous. Et en allant à l'hôtel, on croise 2 hommes qui me regardent, sans plus. Et là, il serre la mâchoire et il me balance. Tu veux aller avec eux? C'est ça? Ils te plaisent? Mais non, Loïc, c'est juste un regard, ça fait partie de la vie à l'extérieur. T'es plus habitué. Et là, il se met à m'insulter. Je mets tout de suite le holà et il s'excuse. Tout ça est, comment dire, une déception. Ça n'augure rien de bon pour sa réinsertion. C'est vrai que cette première sortie me laisse un goût amer. Je dirais que c'est un peu la douche froide. Hein. Et la semaine d'après, eh bien son comportement change. Il devient plus nerveux, moins patient, il se met en colère si je ne suis pas disponible pour répondre au téléphone en journée ou le soir. Il devient suspicieux quand je sors avec mes amis. Il me demande comment je suis habillé pour sortir. Moi, je minimise. Il doit se réhabituer à l'extérieur. Ça viendra. Et puis, il a toujours les mots pour se faire pardonner. Il s'excuse plusieurs fois. Il dit que ça se passera bien la prochaine fois qu'il sortira. Quelques semaines plus tard, Loïc obtient une seconde permission d'1 journée et 1 nuit, avec la permission d'aller chez moi. Il a 2 envies. Il veut aller nager à la piscine et il veut faire un bon repas. Alors je l'amène s'acheter un maillot de bain. Mais ça tourne au cauchemar. Le moindre regard sur lui l'agresse. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Je suis gêné et j'essaye de le calmer. En prison, il a l'habitude que les détenus baissent le regard quand ils le croisent, parce que c'est un tueur. Mais plus tard, à la piscine municipale, eh bien, il s'agace à nouveau à cause d'un regard appuyé d'un maître nageur. Il est prêt à se battre avec lui. Il a le poing serré et un regard terrifiant. Alors je tente de le raisonner, mais il m'écoute pas. Alors je sors et je quitte le bassin. Je suis déçu, désemparé, et même mortifié, et aussi un peu effrayé par ce regard que j'ai aperçu, le regard d'un tueur. Et lui s'excuse, il promet qu'il en parlera avec sa psychologue à son retour en prison. Le dîner en tête-à-tête se passe bien, la permission se termine sur une note plus douce, et la séparation est difficile, mais salutaire aussi. Et depuis, à chaque fois que je vais le voir au parloir, j'ai toujours autant envie, hein, mais j'ai un peu plus d'appréhension. Mais pourquoi tu t'infliges ça, Chloé? Est-ce que tu l'imagines vraiment en famille, chez tes parents? Au téléphone, il doute de plus en plus de ma fidélité. Tu vois qui? Tu fais quoi?
Des détenus jaloux lui ont fait croire que j'ai été vu avec un autre homme dehors ou carrément dans un film pornographique. On se dispute de plus en plus et ça devient pesant et inutile. Tout ça me détruit peu à peu. Mais sur le moment, je m'en rends pas compte, car il y a encore de l'amour et de la tendresse. C'est bien pour ça que c'est difficile d'y voir clair. Au début de l'été, nouvelle permission de 2 jours pleins. J'ai décidé de peser chacun de mes mots, de contrôler mon regard pour qu'il ne soit pas mal interprété. Et pourtant, il se met en colère dès les premières minutes. « Pourquoi tu me tiens pas la main ? Je sais pas comme le ferait une femme amoureuse, quoi. » Et là, il entre dans une colère noire. Je développe des trésors de diplomatie pour le calmer. Le soir, chez moi, une nouvelle dispute éclate. On est chacun d'un côté du lit, dans la chambre. Il me hurle dessus, et il m'insulte à nouveau. Et il a les poings serrés, fermés. Il est ivre de rage. Et moi, je reste près de la porte, prêt à me sauver si besoin. Bah oui, il a tué quand même. On sait jamais. C'est la première fois que j'ai peur. Le lendemain, j'organise une randonnée en pleine nature. Je me dis qu'il appréciera le décor et l'isolement. Et là, pour une futilité comme une grenade, il dégoupille à nouveau. Sauf qu'on est seul, au milieu de nulle part, près d'une falaise et d'une rivière. Je suis totalement paniqué. Face à son mètre 80, je n'ai aucune chance, il s'en prend à moi. Heureusement, ce jour-là, Loïc en reste aux mots. Bon, tu sais, Chloé, mes réactions, j'avoue qu'elles me dépassent. Je vais continuer mon suivi psychologique et tout ça pour m'apaiser. Je veux y croire. Je refuse de laisser tomber. Mais quelque chose s'est brisé. J'espace les parloirs, j'espace les courriers, et je réponds de moins en moins à ses appels. Ma seule bouffée d'air, ma petite bulle d'oxygène, c'est mon fils. Il est mon petit bonheur. Quand je suis avec lui, je lui fais découvrir plein de choses. On passe des moments, magiques. Et la permission suivante tourne court. J'ai été trop blessé, trop déçu. Alors je préfère qu'il aille ailleurs que chez moi. Mais lui, il veut m'embrasser. Je le repousse. Il s'énerve. J'appelle un ami à lui pour qu'il vienne le chercher et je m'enfuis. Et là, il tente de me rattraper dans la rue. Il m'agrippe. Et puis devant le regard des passants, finalement, il me lâche. Entre nous, c'est fini. 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 J'ai bloqué son numéro, mais il a trouvé un autre téléphone. Je te retrouverai, hein. Tu verras ce que je vous ferai à toi et ton fils, là. Et puis la fois suivante... Non, mais je dis ça, j'étais en colère. Je te ferai jamais de mal, tu le sais bien. Certains jours, il menace de se suicider. Il joue avec tous les ressorts possibles. Et ça fonctionne. Je suis perdu. Mon ami me conseille de déposer plainte contre lui. Je ne veux pas. Je préfère jouer la carte de l'apaisement. En revanche, j'appelle la prison. Dites-moi, je voulais vous dire que je ne le recevrai plus chez moi. Hein. Ah bon? C'est étonnant, ça. En détention, il se comporte bien. Il est calme. Hein. Il n'y a jamais d'incident avec lui. Il me faut 1 an pour me reconstruire. Avec, malgré tout, le sentiment d'un énorme gâchis. Parce que j'y ai cru. Je me dis aussi que si je ne l'avais pas rencontré, ça se serait peut-être passé autrement avec le père de mon fils.
On n'a pas complètement coupé le pont avec Loïc. Depuis, il est sorti en semi-liberté. Et il m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire que j'étais toujours la femme de sa vie, mais qu'il n'interviendra plus jamais dans la mienne. Je vous ai raconté l'histoire de Chloé, tombée amoureuse d'un assassin à qui elle donnait des cours en prison. Elle rêvait d'une belle histoire d'amour, mais quand il est sorti de prison, eh bien ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Cette histoire, je l'ai tirée du livre de Marine Mazéas aux éditions du Rocher, L'aimer meurtrier. Et vous êtes là, évidemment, Chloé, pour débriefer votre propre histoire, ça va? Pas trop secoué? Oui, ça va. Non, ça va. Vous avez encore des nouvelles de Loïc aujourd'hui, je veux dire, depuis la sortie du livre? Non, j'en ai pas eu. Dernièrement, les dernières, c'était en tout début d'année 2022. Mais non, depuis, je n'ai plus de nouvelles, justement. Des coups de fil, hein, pas, vous ne l'avez jamais revu? Non, uniquement des coups de fil. Vous savez s'il a une relation avec une autre femme? J'en ai aucune idée. Il m'avait dit qu'il avait discuté avec d'autres personnes, vu qu'il avait toujours un portable et accès à Internet. Il avait la possibilité de discuter, mais ça lui passait le temps. À votre avis, il sera toujours dangereux pour les femmes? Je ne sais pas s'il sera dangereux pour les femmes, mais je pense qu'il est déjà dangereux pour lui-même. Il faut déjà qu'il arrive vraiment à se contrôler, à gérer ses émotions. C'est son passé, en fait, qu'il rattrape et qui fait qu'il n'arrive pas à gérer tout ça. Donc, tant que lui ne va pas bien, il ne pourra pas être bien avec quelqu'un. Qui est au courant aujourd'hui de cette histoire, en dehors de Marine Mazéas, qui a recueilli votre témoignage pour son livre? Mon conjoint actuel est au courant de cette histoire. Mais personne d'autre? En plus de... Non, personne d'autre. Et votre maman non plus? Ah non. Vous lui direz jamais? Non, ça sert à rien de m'inquiéter avec ça. C'est passé maintenant. Vous vous en voulez à vous, donc? Ouais, un peu, ouais, je pense. Pourquoi? D'avoir plongé dans cette histoire et d'y avoir cru, un peu peut-être que je pouvais le sauver, que je pouvais lui apporter quelque chose, qu'il allait pouvoir changer, que grâce à moi, il serait peut-être différent. Et en fait, non, j'ai pas réussi parce que le passé était trop lourd, il était trop important, trop difficile et que j'avais pas les épaules pour ça, en fait. Vous êtes très touchante quand vous dites à la fin: peut-être que je suis passé à côté de quelque chose avec le père de mon fils. Il n'est pas au courant de vos états d'âme? Non, puis bon, je pense ça parfois, puis par moments je me dis mais non, en fait, ça allait pas, donc de toute façon, il fallait pas que ça continue, donc ça aurait été peut-être une mauvaise idée de continuer de toute façon. Est-ce que ça serait une bonne idée qu'il lise le livre? Est-ce qu'il se reconnaîtra et vous reconnaîtra? Oh, qu'importe, aujourd'hui, je m'en moque un peu, en fait. C'est du passé, ma vie d'aujourd'hui, elle est apaisée, donc même s'il le lit, je pense que ça changera pas grand-chose. Il m'en veut toujours, il m'en faudra toute ma vie, je crois, d'être partie, donc de toute façon, ça changera rien. On connaît, tout le monde connaît ce genre de situation. On voit très bien, Chloé, que dès le début, vous avez un tout petit doute, tout petit, sur votre capacité à intervenir en prison. Vous dites: je ne connais pas, je ne sais pas si j'aurai les épaules. Et donc, oui, on se dit qu'en vérité, vous n'étiez pas assez préparé. Peut-être. Et puis j'étais dans une période aussi où j'étais enceinte, donc au niveau des émotions, au niveau de tout ça, c'est différent. Et je pense que j'avais une sensibilité qui était plus importante aussi. Après, je suis quelqu'un de sensible, donc ça me touche peut-être trop, leurs histoires, justement. Et il y a chez vous un piège, c'est que vous voulez aider les autres. Eh oui, c'est ça. Je voulais les aider, mais je pensais pas que je me ferais happer de cette manière-là, émotionnellement parlant. Comme une adolescente. Ouais, c'est ça, un petit peu, ouais. Vous voulez les aider et les changer. Là, il y a une sorte d'utopie de jeunesse. Oui, peut-être. C'est peut-être pas les changer, mais leur montrer autre chose, en fait. Leur montrer que ils ont eu un passé difficile, mais que en sortant, ils peuvent être différents. Ils peuvent laisser ça derrière eux, laisser ça dans la prison et rebondir d'une autre manière, en fait. C'était un peu ça, la volonté. Je me dis quand même que le Génépi ne vous a pas assez préparé. Bon, c'est une association qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été dissoute pour cause de dérives politico-féministo-islamo-gauchistes. Ils vous ont mis en garde sur le risque de l'affect, de l'attachement. Mais en vérité, il y a quelque chose qu'ils ont oublié de vous dire, c'est le risque de manipulation. Oui, il y a ça. Après, on le sait, parce qu'il y a d'autres détenus qui essayent de nous manipuler, de demander de leur ramener plein de choses. On a eu des tas qui nous demandent plein de choses, de se marier avec eux, pour avoir des papiers. Mais ça, on le voit. En fait, on le voit très bien. Là, j'avoue que je ne l'ai pas perçu de cette manière-là. Je sentais une certaine sensibilité, quelque chose de vrai, en fait. Chez Loïc. Et c'est pour ça que je pense que j'ai été un peu biaisée aussi.
Ce que vous ne savez pas, vous, et que moi je sais parce que je suis très vieux et que j'ai raconté 1 milliard de crimes, c'est qu'on ne tue pas un homme sans raison qui plus est, sans être fondamentalement pervers, et même voire pervers manipulateur. C'est quand même au cœur du crime, ça. Oui, après, c'est dire, ensuite, il m'a raconté qu'il y avait une histoire de contrat sur la tête de cette personne. Oui. Et qu'il l'a pas fait comme ça. Il l'a fait parce qu'il y avait de l'argent à la clé. Mais c'est pas ce qu'a retenu la cour d'assises, manifestement. Eh ben non, parce qu'il savait que s'il racontait ça, il risquait de prendre une peine beaucoup plus importante parce que ça aurait été pris comme un assassinat et non comme un crime. Quelle part dans le crime est-ce que vous donnez à son enfance fracassée? On sent que ça vous a touché, et c'est touchant, le fait qu'il soit né d'un viol, le fait qu'il ait été frappé par son beau-père, etc. Il a aucune limite, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il a aucune limite dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit. Toute son enfance, ça a été que violence, c'était normalisé, en fait. C'est normal d'avoir mal, c'est normal de souffrir, c'est normal de faire souffrir l'autre, c'est normal de grandir dans ce genre d'environnement. Alors, la vie de quelqu'un, qu'est-ce que ça vaut, en fait? Mais ça explique. Est-ce que ça excuse? Ah non, ça excuse pas du tout. Il a aucune excuse sur ce qu'il a fait. Enfin, ça sera jamais excusable de toute façon. Aucun crime n'est excusable. Alors vous faites donc ce choix de ne pas en parler à votre entourage de cette histoire d'amour, parce que dites-vous, vous ne voulez pas qu'on vous juge et qu'on vous prenne pour une folle. Mais finalement, quand on revisite l'histoire, on se dit que vous auriez eu besoin de jugement de la part de l'extérieur. Peut-être. Après, on se dit toujours qu'il y a des histoires qui finissent bien et qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver. Mais je sais pas si ça m'aurait fait changer d'avis ou pas, parce que j'étais dans mon idée que c'était pas une mauvaise personne, qu'elle pouvait changer. Donc, ça m'aurait plus agacé qu'autre chose, je pense, d'avoir les jugements autour de moi. Et ça m'aurait peut-être renforcé dans l'idée de, vous pensez ça, mais au final, non, ça va se passer autrement et je vais vous le prouver. Et votre copine du Genépi, elle est dans le même trip que vous, donc elle n'est pas non plus lucide. Non, puis je vous le cache pas qu'aujourd'hui, elle vit avec un ancien détenu aussi. Voilà. C'est arrivé plus tard, en fait, pour elle, parce qu'elle a travaillé dans l'administration pénitentiaire ensuite, et elle a aussi rencontré un détenu avec qui elle vit aujourd'hui à l'extérieur, et ça se passe très bien, comme quoi, il y a des histoires qui finissent bien. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser cette question. Est-ce que quand on entrait au Genépi qui n'existe plus, on n'y entrait pas aussi un peu pour connaître ce frisson du contact avec le détenu, et avec l'hypothèse d'un frisson amoureux? Ah, pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, j'allais pas du tout pour ça. J'étais bien dans ma vie, non. J'étais bien dans ma vie, j'étais enceinte, j'avais du temps à donner, en fait. Donc, je l'aurais fait dans, je pense, n'importe quelle association. C'est que là, on m'a proposé, on m'a dit, on cherche des bénévoles. Tu veux venir avec nous? Je pense que je l'aurais fait à Pain contre la faim ou à je ne sais quel asso. Enfin, voilà, de la même manière. J'avais pas cette envie de découvrir. Il y a pas un inconscient qui vous amène dans cette histoire de manière irrémédiable, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et on sent donc, même à la fin de l'histoire, que vous conservez une forme de bienveillance pour Loïc. Vous ne lui voulez pas de mal. Non, parce que ça me fait mal au cœur. Je vais donner des espoirs sur plein de choses, sur une vie à l'extérieur qui pourrait être merveilleuse. Et au final, je lui dis, en fait, non, j'ai pas les épaules pour ça. Et ton histoire est trop lourde pour que je puisse vivre avec ça. Et je m'en veux, en fait, de lui avoir donné de l'espoir. Vraiment. Donc c'est pour ça que je continue. C'est vous qui vous êtes trompé. Ouais, c'est ça. Je pensais y arriver, je pensais l'aider, je pensais supporter cette colère, cette rage qui est encore en lui et pouvoir l'apaiser, mais j'ai pas réussi, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que c'est. Est-ce qu'il est sincère quand il vous dit qu'il veut se soigner? Oui, parce qu'il le fait. Il a un véritable suivi. Moi, j'ai le SPIP qui m'appelle régulièrement, qui me fait le retour des suivis qu'il a à l'intérieur, donc il a vraiment envie de changer. Ouais. Je sens qu'il sent que c'est dur pour lui, en fait. Le SPIP, c'est le service de probation, voilà. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il est définitivement fracassé? J'en sais rien. Je pense qu'il y a quelque chose de meurtri en lui, vraiment, de par son histoire, de par ce qu'il a vécu, puis là, je pense que la prison, par les années qu'il y a passées, ça va pas arranger les choses. Dans sa haine contre la vie, en fait, contre les gens, ça va être très compliqué pour lui de sortir et de se réinsérer sereinement. Ouais, en même temps, on peut dire quelque chose, il est condamné à 18 ans, ramené à 15 ans.
Et il sort au bout de 5 ans en libération conditionnelle. Donc c'est quand même pas si mal comme destin. Je veux dire, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Ah oui, c'est sûr que pour lui, c'était plutôt idéal, en fait, comme situation. Je peux sortir au bout de 5 ans. Bon, après, c'était juste des permissions de sortie d'une journée ou deux, quoi. C'était pas énorme, mais c'était déjà énorme pour lui. Au bout de 5 ans, quand on est condamné à 18, ramené à 15... non, c'est sûr, c'était... c'est pas si mal. Et c'est pour ça qu'il était très heureux de ça et que ça a été une grosse claque un peu pour lui quand je lui ai dit, je peux pas continuer, en fait. Parce qu'il s'est dit, bon, voilà, c'est terminé pour moi, c'était... Et il m'en a voulu de me dire, tu m'as offert ces moments de vie, et là, je me retrouve derrière les murs tout le temps, en fait, pour le reste de ma peine, quoi. Est-ce que dans cette affaire, vous avez perdu votre altruisme, un peu? Oh, je pense pas. Vous n'êtes pas devenu égoïste? Non, je suis pas devenue égoïste, je suis devenue un peu plus méfiante, peut-être, de l'autre. Je fais moins confiance. Je me méfie des gens, j'attends d'avoir des véritables preuves de l'honnêteté de l'autre, de la bienveillance de l'autre, pour m'ouvrir émotionnellement. Si un copain ou une copine vous dit « je voudrais m'occuper de prisonnier », vous lui dites quoi? Je veux dire, c'est une super expérience, vas-y, mais attention, et si t'as des doutes sur quoi que ce soit, viens m'en parler, parce que je saurais te guider, en fait. Quelle est la morale de votre histoire? Je sais pas s'il y a une morale, c'est que faut faire attention. Enfin, c'est bien de croire à l'humain, de croire à l'autre, d'avoir de l'espoir en l'autre, mais il faut pas s'oublier dans tout ça. Je vous remercie infiniment, Chloé, d'avoir accepté ce débrief avec moi. Je rappelle le livre dont j'ai tiré cette histoire, qui s'appelle L'Aimé meurtrier, qui est l'œuvre de Marine Mazéas. Il y a plein d'autres histoires comme ça dans ce bouquin qui sont toutes passionnantes. L'éditeur s'appelle Du Rocher. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.